Congratulations! Oh, incroyable! Boom! Jelly fights back. Loves to be aggressive, doesn't it? But in the future, happen something with you, will be a problem. Okay. I will be arrested. We don't need to shake hands. We are okay. Rossi now! Rossi ready now! There is going to be a race direction investigation. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper où je suis extrêmement heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour débriefer et analyser la course MotoGP du week-end, mais pas que. La course Moto3 et la course Moto2 aussi. Et pour ce faire, je suis avec le spécialiste des petites catégories, Monsieur Léo, aka Infinito. Comment ça va ? Comment ça va ? Bah ça va très bien. Et toi, ravi de te retrouver sur ton propre podcast. J'espère que tu es content d'être de retour. Oui, je suis très content d'être de retour. Donc pour répondre à ta première question, ça va. Gros cœur à vous trois du coup, à toi Maxime et Alex m'avoir remplacé pendant que je prenais un peu de repos. Pas du tout, j'avais juste la flemme. Mais vous avez géré ça comme des chefs. Et un petit message aux auditeurs de ce podcast: personne n'a noté mon absence, n'a relevé mon absence, je n'ai manqué à personne apparemment. Je ne vous félicite pas, merci beaucoup. Mention à Trouduc, son pseudo est génial, qui l'a remarqué. Voilà, c'est le seul cœur sur toi, Trouduc. Si t'étais moins fort à Mario Kart, vraiment, on jouerait plus haut. Donc je vous propose qu'on débriefe tranquillement ce qui s'est passé au Sachsenring ce week-end. Certains l'appellent le Siestenring, mais je sais pas ce que t'en penses. Pour faire court, ce surnom n'a pas tenu ses promesses ce week-end. Clairement pas. On a eu du spectacle dans toutes les courses, à tous les étages. Et je pense que c'était le week-end qu'il fallait pas louper partout. On est d'accord. Avant de rentrer dans le débrief de la catégorie Moto3, je te propose qu'on fasse un petit point et un petit peu de science-fiction sur ce qui va se passer en 2025. Il s'est passé énormément de choses, beaucoup de signatures, blablabla. On est revenu sur tout, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous êtes passé à côté de quelque chose. Aujourd'hui, ce qu'on sait notamment, c'est que Pramac va se séparer de deux Ducati, de ces deux Ducati qu'elle a depuis une éternité, pour avoir deux Yamaha à partir de 2025. Il y aura donc 4 Yamaha. Aujourd'hui, on ne sait pas si ces motos seront des motos de l'année ou des motos de l'année précédente. On saura un petit peu plus tard. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure où nous parlons, aucun pilote n'est signé chez Yamaha dans l'équipe de Paolo Campinotti. Chez Yamaha officiel, apparemment, pour Quartararo, c'est signé. Pour Rins, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais ça va se prolonger en tout cas si ça l'est pas. Il reste plus qu'à savoir qui va prendre ces deux motos supplémentaires. Plusieurs noms sont dans la course. Léo, je te pose la question avant qu'on détaille un peu tous les noms qui sont annoncés. Pour toi, c'est quoi le line-up de rêve pour Pramac l'année prochaine ? Dans le dernier épisode, je parlais de Garcia et Didja. Une paire d'un pilote expérimenté avec un rookie, pour moi, c'est ce qu'il faudrait à cette équipe. Malheureusement, il me semble que Didja se rapproche fortement d'un accord avec VR46, d'une prolongation, avec la GP25 en plus. Donc cool pour lui, mais du coup, ça fait une perte côté Yamaha. Il me semble que Fabio, c'est justement pour la paire que j'ai citée qu'il était en train de faire le forcing. Donc je maintiens Garcia. Maintenant, pour le deuxième siège, je sais pas trop, je reste assez persuadé qu'il faut un pilote d'expérience. Alors je me dis, sur ce qui reste dans la grille aujourd'hui, pourquoi pas Joan Mir. Alors moi, j'étais 100% d'accord avec toi. Pour moi, le line-up de rêve, c'était Didja Garcia. Comme tu l'as dit, un pilote d'expérience et un jeune très prometteur. Un Italien aussi, je pense que c'est important pour Pramac et Campinotti d'avoir un Italien. Je pense que ça leur fait très plaisir. Je pense que c'était dont ils pouvaient rêver le mieux. Effectivement, c'est pas officiel, mais ce qui se dit, c'est que DJ aurait trouvé un accord verbal avec VR pour être l'année prochaine sur une GP25 chez eux, ce qui est totalement mérité pour lui, vu les perfs qu'il fait en début de saison, c'est très honorable. Il est devant Bezzecchi sur ce début de saison, assez largement, on peut pas dire le contraire. Donc je comprends les deux camps, que ce soit DJ qui veut rester sur sa lancée d'une moto qu'il connaît parfaitement, et VR46, un pilote qui perf déjà plutôt correctement cette année. Je pense que Garcia, c'est pas que c'est sûr, parce que il y a même pas de rumeur aujourd'hui de discussion entre les deux, mais ça semble tellement logique pour Yamaha d'aller taper à la porte de Garcia, et pour Garcia de regarder du côté de Yamaha, parce que aujourd'hui les progrès de Yamaha sont là, c'est pas incroyable, mais c'est moins pire, c'est largement meilleur que Honda, pardon.
Aller chercher une Ducati, une Aprilia, une KTM, c'est bouché. Une Ducati, ça va être bouché très rapidement, je pense. On peut même pour ainsi dire que c'est bouché. Aprilia, c'est pas fait, mais je pense que de facto, ils passent derrière Roberts. Et déjà, ils savent pas ce qu'ils vont faire d'Oliveira et de Fernandez. Donc, c'est compliqué. Pour moi, ouais, Garcia chez Yam, ça semble plutôt logique. Ensuite, pour le deuxième, je parlais d'Oliveira. Si jamais il reste pas chez Trackhouse, ça semble être un beau compromis pour tout le monde. Un pilote d'expérience qui va assez vite, qui est capable de gagner des courses. Pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un bon choix pour les deux aussi. Ça peut être bien pour Oliveira, ça peut être bien pour Pramac. On a vu encore ce week-end comme quoi il peut être rapide. On en parlera un peu plus tard. Maintenant, comme tu le dis, pour Garcia, c'est une opportunité en or, et je pense pour Pramac aussi. Garcia, il peut pas aller chez KTM, il n'a pas de place chez Aprilia. Je suppose que Roberts va finir sur le siège Trackhouse. Mais je pense que du coup, il y en a un des deux qui va sauter entre Oliveira et Fernandez. Et alors moi, je parlais de Mir, mais potentiellement, celui qui sautera de chez Trackhouse fera le chemin vers Pramac. Fernandez, on sait qu'il peut être rapide, mais il n'a pas trop prouvé, là où Oliveira apporte peut-être un peu plus de sérénité. Donc c'est vrai que ton choix fait totalement sens. En plus, c'est un mec hyper pro qui va travailler dans le sens de l'équipe, etc. Donc, je pense que pour Pramac, tu regardes très très fort sur Oliveira, surtout avec la perf qu'il a fait ce week-end, mais on va y revenir. Tu as parlé de Mir, pour moi, Mir c'est un super choix pour Yam, mais il se dit qu'il aurait déjà un accord verbal aussi pour une prolongation chez Honda. Le pauvre. D'autres noms comme ça, au débeauté, Alonso Lopez, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis pas fan. C'est vrai qu'il est rapide, hein, on le voit en Moto 2, mais on voit aussi qu'il a du mal dans la gestion des courses. C'est un mec qui fait beaucoup d'erreurs, et je pense que c'est pas le profil qu'il faut aujourd'hui à Yamaha. Un Garcia, alors c'est vrai qu'il tombait beaucoup en Moto 3, mais aujourd'hui, il montre qu'il est très constant, et je pense que c'est ce qu'il faut exactement à la marque. Il faut récupérer des données, il faut progresser, il faut aller de l'avant, et c'est pour ça que en Moto 2, pour moi, c'est le meilleur choix. Ou alors Jake Dixon. J'avoue que j'aime bien le critiquer, mais apparemment, ce que disait Patterson, c'est qu'il est très fort sur les grosses cylindrées. Why not? Je te vois grimacer, mais... Je me suis vomi dans la bouche, là. C'est une catastrophe. Non, mais en vrai, si on regarde, Roberts, il va être pris, Aldeguer, il va chez Ducati. Si jamais t'arrives pas à conclure Garcia, derrière, ça fait pas trop rêver. Ou alors Ogura, mais il est sous contrat Ogura, HRC, mec. quoi. Ouais, mais regarde ce qu'il a fait là. Tu vois. Alors, il est encore sous contrat HRC, hein, mais rien que le fait de passer de Honda Team Asia à MT Helmet MSI, ça prouve que il est pas fermé, je pense. Et moi, Peut-être c'est le que je me rêve. trompe, mais... Déjà, en Ouais, plus, bah, je trouve la paire, elle serait magique. Enfin, elle est possible aussi, hein, japonais chez Honda, mais je sais pas, Yamaha, j'aimerais bien. Je voudrais bien voir ça aussi. je suis d'accord. Pour moi, ce serait mon line-up que j'adorerais pour eux. Garcia. Moi, c'est mes deux préférés en Moto 2, Garcia et Ogura. Ils sont coéquipiers, ça va trop bien. Ils ont l'air de bien s'entendre. S'ils montent tous les deux, ils sont encore coéquipiers sur une moto en développement, etc., sur lesquelles ils peuvent faire des petites perfs. Ça peut être incroyable. Mais le style de pilotage d'Ogura, franchement, j'aime trop. Je rebondis vite fait sur ce que tu disais sur Dixon. J'ai entendu Rémi Guyot dire la même chose. Effectivement, de base, c'est un mec qui roule beaucoup, qui a commencé à faire des perfs en 1000 cm3 en BSB avant de venir en Moto 2. Donc, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aime pas du tout, mais J'aime pas non plus. c'est encore moins bien qu'Alonso Lopez, et je suis pas du tout fan d'Alonso Lopez. Enfin, si Yamaha va chercher Alonso Lopez, j'aime pas du tout. D'autres noms rapidement. Jack Miller. Non. On voit ce qu'il donne sur la KTM. Allez, suivant. Non, mais c'est cash, certes, mais on voit ce qu'il donne sur la KTM. Alors, ok, elle est pas aussi compétitive que ce que l'on attendait, mais il se fait clairement dominer par Acosta qui vient de monter, même s'il fait beaucoup d'erreurs. Il se fait dominer par Binder. Il me semble même qu'au général, il est derrière Fabio Quartararo. Puis sa déclaration, il y a pas longtemps, je pense qu'elle a pas beaucoup plu. Je mérite de rester en catégorie reine parce qu'il y a quelqu'un qui a re-signé pour 12 millions alors que j'ai fini devant lui la dernière course. Je pense que c'est moyen.
Je pense que Miller, on va le retrouver en championnat Superbike australien très bientôt, hein. Pour moi, alors, je suis d'accord, hein, Miller, vraiment, j'adore le personnage. Il fait beaucoup de bien en MotoGP sur plein de points. Il a une carrière très honorable. Faut pas du tout le discréditer là-dessus. L'idéal pour moi, à la place de Miller, c'est que Marc VDS mette une deuxième moto en Superbike à côté de Sam Lowe. Ou alors vire Sam Lowe, mais vu que sa femme est manager, c'est compliqué. Mais parce que je pense que j'adorerais le voir en World Superbike. Il est jeune encore, donc il peut faire une belle carrière là-bas. Et il y a de plus en plus d'expositions, de plus en plus de concurrence de niveau. Donc je pense que ça peut être très très cool. Et ce serait pas du tout déshonorant d'aller là-bas pour lui. J'ai un dernier nom à te proposer. Et celui-là, me demande pas où je suis allé le chercher, mais ça discute vraiment. Je sais pas si tu vois à qui je veux faire référence, mais Le maniaque. apparemment, voilà, ça parle de Andrea Iannone, italien, ami avec Paolo Campinotti. Il fait des perfs intéressantes, on va pas dire incroyables, pour son retour à la compétition après 4 ans de suspension. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est la pire idée de la Terre. Mais dis-moi ce que t'en penses. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, je vois pas l'intérêt pour lui et pour Pramac. Enfin, si, mais ça peut être perdant pour les deux au final. Et après, il y a quand même des tests qui sont prévus, il me semble, pour Iannone sur une GP 24. Alors, je sais pas si c'est Ducati ou s'il va récupérer une main, j'en ai aucune idée. Mais paraît-il qu'il aurait des essais de prévus. Si derrière, il est en train de faire une sacrée perf, peut-être que ça a pesé dans la balance. Maintenant, je trouve que Iannone, il est bien en Superbike. Certes, j'aimerais bien moi le revoir parce que ses casques sont magnifiques, ses bottes sont magnifiques, l'harmonie dans sa tenue, ça rend bien. Maintenant, je sais pas si j'ai vraiment envie de le revoir en MotoGP. Et je pense qu'il s'éclate en Superbike. Pourquoi il reviendrait potentiellement se faire humilier, peut-être le mot est gros, mais en catégorie reine. Je vais pas te paraphraser, je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des pilotes potentiels pour Pramac. Peut-être qu'ils vont nous surprendre. À voir avec un Morbidelli. Non, je pense pas que Morbidelli a dit qu'il n'était pas intéressé. David Alonso, Mais le grand saut. en, en vrai de vrai, il est tellement chaud. Discute, hein. Discute, on sait pas. Hein. Non, je pense pas. Ça me paraît compliqué. Tellement. Et de sauter comme ça de KT, je trouverais ça étrange. Si, j'ai un petit dernier nom que j'avais pas noté qui vient de me pop. Manuel Gonzalez. Déjà, est-ce qu'il est encore sous contrat avec Yamaha? Parce que je sais que c'est un pilote de Yamaha Master Camp. Il me semble qu'il a cassé son contrat en allant chez Gresini. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que contrairement à Ogura, là, ça a rompu. Ok. Bon, c'est pareil. Ça se regarde, je trouve. Ça peut se regarder maintenant, on voit que il est rapide, mais il fait pas de très gros résultats non plus en Moto 2, quoi. Et je rebondis du coup par rapport à Mastercamp. On n'en a pas parlé la semaine dernière, mais Pramac va récupérer cette équipe également. Donc ils vont gérer le Moto 2, donc le team Ça, Moto c'est 2 cool. Yamaha Pramac entre guillemets, et avec l'idée de faire une vraie structure un peu à la KTM. Donc je pense que là il y a un vrai projet très intéressant pour Yamaha. Je trouve que Yamaha emboîte les pièces comme il faut. Très bien. En tout cas, ils se donnent les moyens de faire des choses très intéressantes. Donc ça, c'est très cool. À voir, on saura dans 5 ou 6 ans si ça porte ses fruits. J'espère pour eux. Mais en tout cas, ils essaient des choses et c'est très cool. Je te propose qu'on enchaîne avec le débrief de ces courses au Sachsenring avec le Moto 3. C'est parti. La catégorie Moto 3 sur le circuit de Sachsenring, la question habituelle, tu la connais Léo, qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Je sais pas, je trouve il sort bien à la télé. Maintenant, j'ai pas forcément fan du tracé. Et après, j'avoue que les courses de ce week-end, forcément, me font dire que c'est un bon tracé parce qu'il y a eu du spectacle. Maintenant, j'ai ni chaud ni froid pour ce circuit. S'il reste, tant mieux. Ça change, un circuit anti-horaire. Mais s'il part du calendrier, ça me ferait pas chier non plus, quoi.
Ok, je comprends. Vite fait, du coup, moi, j'en ai déjà parlé pas mal. C'est un des circuits les moins aimés du calendrier, je pense. Et moi, paradoxalement, c'est un circuit que j'aime bien. Je pense qu'il a un des meilleurs derniers secteurs du calendrier. Un des meilleurs secteurs du calendrier, à savoir le dernier, qui est incroyable. Sur le Un des waterfall. meilleurs virages du calendrier, le waterfall. L'enchaînement gauche et droite waterfall, c'est incroyable. Par contre, je pense, et ça, je suis assez unanime là-dessus, qu'il a aussi le pire secteur de tout le calendrier. C'est le premier secteur, qui est catastrophique. Vraiment, les motos sont arrêtées. Ça rend pas du tout bien à l'écran. Voilà, il est vraiment horrible, horrible, le premier secteur. Il y a beaucoup de monde qui se déplace, plus de 250 000 personnes ce week-end. Il y a une énorme ferveur pour le MotoGP en Allemagne, et ça c'est très cool, donc il faut qu'il reste. Et malheureusement, j'ai pas d'autres circuits en tête en Allemagne qui pourraient faire le job. Hockenheim et Nürburgring sont des circuits qui, à mon avis, sont complètement inadaptés au MotoGP. Donc, et j'en vois pas d'autres. Alors voilà, pour moi, on va avoir le Sachsenring encore longtemps, parce que s'il y avait personne qui y allait, je pense que, et vu qu'il n'y a pas d'Allemands en MotoGP, la Dorna réfléchirait à s'en séparer, mais vu le monde, c'est toujours dans le top 3 des circuits qui attirent le plus de monde, donc je pense pas que ça change de sitôt. Course Moto 3, donc avec une pole de Colin Veijer. Un tiers de la grille à un long lap à peu près. Est-ce que c'est ça, c'est un tiers, un gros tiers? Il me semble que sur 26 pilotes, il y en a 16 qui devaient avoir des longues laps, mais au dernier moment, il y en a 4 ou 5 qui reprennent une pénale, du coup ils partent des stands. Enfin, c'est n'importe quoi. Surtout que je comprends pas trop le délire de s'attendre pour prendre une inspiration sur le circuit qui a pas de ligne droite. Je comprends pas trop le délire. Après, c'est eux les pilotes, savent mieux que moi. Mais à mon avis, c'est moins important qu'à Austin, par exemple. Mais bon. Départ sans encombre jusqu'à la chute de Colin Veijer, malheureusement qui va tomber au deuxième tour alors qu'il mène la course. Première question, Léo, on le voyait dernièrement comme le meilleur concurrent à David Alonso, sauf que il fait une super course le week-end dernier chez lui à domicile. Là, il fait un super week-end. Il est à deux doigts il est très très bien après 2 tours et il va tomber malheureusement. Je vous spoil, il va prendre 25-0 dans la bouche du coup. Est-ce que ça lui a mis un coup derrière la tête? Est-ce qu'il va pouvoir revenir de ça? Parce que pendant que je vais regarder, mais je crois qu'il est assez loin. Moi, ça m'a étonné parce qu'on a vu que c'était un mec qui tombait très rarement. Mais je pense qu'il a voulu forcer pour partir. Il a vu qu'il y avait énormément de pilotes qui étaient très proches en qualification. Les écarts, c'est n'importe quoi. À un moment, il y avait 3 pilotes en 5 millièmes, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est du jamais vu. Et lui a collé 3 dixièmes à tout le monde. Donc je pense qu'il a essayé de partir, de casser un petit peu le rythme de tout le monde. Il en a trop fait dès le début de la course. Il chute avec des pneus froids au pire endroit du circuit, je pense. Et ouais, derrière, il prend, t'as spoil, mais 25-0 par Alonso. Je crois même qu'il se fait dépasser au championnat par Ortola. Il est 4ème à 64 points de retard maintenant. Ouais. Ça semble assez compliqué pour Colin Veijer. Dommage parce que c'est un pilote, je trouve, assez cool, assez attachant. Je ne saurais pas trop l'expliquer, mais en plus, c'est un pilote. Alors, c'est bête peut-être de dire ça, mais c'est un pilote néerlandais. Et moi, je trouve ça très cool d'avoir des pilotes de nationalité un petit peu différentes, comme David Alonso, mais même si on sait que c'est un peu un camouflet. Mais voilà. Après, j'ai pas trop de doutes. Je pense qu'il va revenir. Voilà. Enfin, je suis pas archi inquiet pour lui non plus, même si 64 points de retard sur un mec qui fait pas beaucoup d'erreurs, c'est pas facile, mais bon. On va voir ce que ça donne. Derrière, on a un gros groupe avec de bonnes bagarres, c'est assez intéressant. Et peu de chutes, c'est à noter. Un sauvetage incroyable de Jacob Roulstone qui va réussir à rouler, mais il va par la suite tomber. Mais je pense qu'on peut dire qu'il a fait le sauvetage de l'année. Si vous n'avez pas vu, allez voir ça. On appelle ça une Randy Mamola pour les plus vieux dans le jargon. Luca Lunetta, on va en reparler tout à l'heure, qui va revenir dans le bon groupe malgré 2 longues laps. Donc gros rythme, peut-être le plus gros rythme de la catégorie sur cette course, mais va malheureusement chuter. Sans doute trop en faire, mais on va en reparler tout à l'heure. Il y a sans doute un gros crack à surveiller. Les 5 derniers tours sont très accrochés avec Alonso, Furgasato, Rueda et Ortola qui vont s'échapper et faire une bagarre à 4 pour la fin. Chute de Rueda dans l'avant-dernier tour, sans doute sur un problème technique. Sa roue arrière se bloque, il a l'air d'avoir serré. Ou d'avoir fait une amorce en fait sur la fin au freinage du premier virage malheureusement.
Derrière, il reste donc 3 pilotes. Furusato semble être le plus rapide des 3. Il est très très à l'aise. Il arrive à remonter très très vite. Malheureusement, dans le dernier tour, il va faire une glisse et il va se faire une grosse chaleur. Ce qui va faire qu'il va perdre trop de temps sur David Alonso pour pouvoir lui porter une attaque. David Alonso va donc aller l'emporter devant Taiyo Furusato donc, et Ivan Ortola. Je te pose la question, Léo. Alonso, est-ce qu'il est intouchable? Parce que là, sur le week-end, il n'est pas dominateur comme les week-ends précédents, mais il fait une course super intelligente. Il va quand même réussir à prendre les 25 points alors qu'il n'écrasait pas tout le monde et qu'il était même potentiellement que le 3 ou 4e plus rapide. Pour moi, il n'est pas intouchable, moins qu'avant. J'ai souvenir Jerez où il est complètement au-dessus, Austin où il s'envole et personne ne peut le retrouver. Là, il était intouchable. Depuis 2 Grands Prix, depuis Assen, j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans le dur. Alors les mots sont gros quand même, hein, quand on voit ses résultats, il fait 5 et 1. Mais le gap s'est réduit. Je pense avec un Ortola qui est très bien, un Weyrer qui est bien malgré sa chute aujourd'hui, Rueda qui, jusqu'à son certainement problème technique, on en saura peut-être plus dans les jours qui viennent, pour moi est l'homme fort avec Furusato. Donc l'écart s'est réduit, il est moins dominateur. Maintenant, il reste très fort. On a vu aujourd'hui, il prend la tête et il la garde jusqu'au bout. À chaque fois qu'il se faisait passer, une seule fois, même seulement, je crois, par Furusato, il repasse directement. Mais il est fort, c'est le meilleur, clairement. Mais il est moins dominateur qu'on a pu le voir un petit peu avant, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Malheureusement, il a le temps où il a été intouchable, cette espèce de laps de temps, il a pris beaucoup d'avance sur Ortola et Veijer. Et je vais vous dire qui est l'autre à sa poursuite Olgado. Au classement. Il s'agit de Daniel Olgado. Putain, j'ai mis du temps à meubler. Donc il a pris beaucoup d'avance là, donc il va falloir quand même s'employer pour le remonter, mais c'est pas impossible. Aujourd'hui, pour moi, ce week-end, il était le 4e plus rapide. Il y avait 3 mecs qui étaient plus vite que lui. C'est Luca Lunetta. Ce dimanche, il est trop fort. Sur le week-end, je pense que Colin Veijer est mieux que lui. Je dis pas qu'il aurait gagné, mais en tout cas, il fait un meilleur week-end que lui et il part devant. Il est très allé sur les 2 premiers tours avant de chuter, malheureusement. Et sur la course, Taiyo Furusato est mieux que lui. Si il fait pas son erreur dans le gauche avant le waterfall, je pense que, je dis pas qu'il gagne, mais il attaque en bas, en fait. Moi, je pense que Ortola, il faut pas l'oublier parce qu'il a pris aussi un long lap, il est revenu et il va claquer la 3e place. Et même Rueda, pour moi, c'est un pilote qui est très intelligent. C'est pas quelqu'un qui va passer devant et qui va imposer son rythme. Il est resté derrière Alonso et je pense que c'était voulu de sa part. Il voulait seulement le passer au bon moment. On voyait qu'il préparait ses attaques. À chaque fois, il se déplaçait dans le dernier virage pour voir s'il pouvait faire un truc sur Alonso. Alors Furusato l'embêtait un petit peu parce que du coup, il voulait la 2e place parce que je pense que c'est là où il fallait être pour le doubler. Mais peut-être que c'était... c'est l'homme qui a gagné la course, mais c'est peut-être pas l'homme qui était le meilleur ce week-end en rythme pur. Clairement. T'as parlé de Rueda, je me suis noté, est-ce qu'il a été ensorcelé? Je ne vois que ça. Moi, c'est mon chouchou, hein, je m'en cache pas. Je pense que tout le voisinage m'a entendu quand il est tombé. J'avais trop le seum, j'avais déjà préparé mon tweet comme quoi il allait gagner et tout. Bref, il a pas de chance. Au Qatar, il fait une petite erreur, ça l'amène à la chute. C'était fatal pour quelque chose qui n'était pas choquant. Après, il a sa maladie, je sais plus trop quoi. Il revient, mais au final, il est pas en forme. Il a 42 fièvres. Là, il revient, il est rapide. Certainement un problème technique. Ouais, c'est dommage quand même parce que je regardais ses perfs en qualification. Sa pire place cette année, c'est 5e. Je crois que c'est celui qui fait le mieux dans l'exercice. Ouais, c'est dommage pour lui. C'était la saison sur laquelle on s'attendait et c'est pas sa saison, le pauvre. Pour finir, un petit mot sur Luca Lunetta. Donc on voit un peu qui arrive un peu de nulle part, qu'on voyait pas trop et qui enchaîne 2 très bons week-ends, notamment aujourd'hui il avait un rythme fou. Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur la fin de saison d'après toi? Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est un circuit qu'il connaissait pas. Il a jamais roulé là-bas, donc le rythme qui monte, qu'il impose, est très solide pour un rookie sur une machine qui est un peu en difficulté, même si les Honda ça allait mieux ce week-end.
Euh, Grosse montée en puissance pour un pilote que j'attendais pas forcément. Hein. Au début de la saison, je vous l'avais même pas présenté, c'est dire. Au final, il prouve qu'il peut se battre potentiellement pour le titre rookie, même s'il est un petit peu loin de Rulstone et Piqueras maintenant. Mais s'il continue à progresser, c'est un mec qu'il faudra suivre. Je m'y attendais pas du tout. Donc ouais, très très belle surprise. Au classement général, donc, David Alonso est toujours en tête avec 179 points. Devant Ivan Ortola 121, Daniel Olgado 120, Colin Veger 115. Et après, c'est beaucoup plus loin avec David Munoz à 84 points, 95 de retard. Donc, déjà, on peut se dire que les 4 premiers sont plus ou moins dessinés, à moins qu'il y en ait un de ces 4 qui fasse une grosse erreur. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ta catégorie préférée ou tu es chaud pour passer au Moto 2 ? J'ai kiffé, hein, je pense tout autant que toi, mais rien d'autre. Je pense qu'on C'est a très cool. tout vu. C'est parti pour la catégorie Moto 2. La catégorie Moto 2 où en direct je me rends compte que je n'ai pris aucune note. Donc vraiment ça va être un plaisir. Je vais faire comme je peux. Mes excuses d'avance. J'étais pas là le week-end dernier, mais vous êtes habitués à ce genre de facétie de ma part. Pôle 2, Celestino Vietti. Déjà, qu'est-ce qui se passe ? On est en 2021 ou quoi ? J'ai pas compris là. Tu l'avais vu venir ou pas ? Dis-moi que tu l'avais pas vu venir, s'il te plaît. Je pense que personne ne l'avait venir, même ses plus grands fans, ils croient plus en lui. Il y avait pas Rossi sur le circuit, c'est ça qui est le plus surprenant. Mais bon, il a rempli le quota. Il en fera pas une autre dans l'année. Par contre, il ira gagner, je ne sais où. Et après, il va retomber dans les oubliettes. Je suis assez d'accord. Moi, j'avais entendu quelque chose. Je sais plus si c'était Jules Cluzel ou Jules Danilo qui disait ça. Mais qu'en fait, partout où il est passé dans les teams, personne n'arrivait à comprendre pourquoi il était rapide. Même lui, quand il était rapide, savait pas pourquoi. Il n'était pas capable d'expliquer pourquoi il était rapide. Donc, pas capable d'expliquer pourquoi il l'était pas quand il l'était pas. Donc, en fait, genre, c'est le loto quand il est sur un circuit Celestino Vietti. Il est rapide ou il l'est pas. Il est rapide, tant mieux. Il l'est pas, tant pis. C'est surtout qu'au début du week-end, il est. Alors, sur les 2 premières séances d'essai, il est derrière Marcel Schroeter, qui vient remplacer Denis Anjou pour la première fois. Il passe par la Q1. Il se qualifie en Q1, alors je crois premier, mais premier juste devant Foggia, qui n'est pas forcément une référence en Moto 2. Et il arrive en Q2, il claque la pole, et derrière je me suis dit, bon, ok, il a été rapide sur un tour, et au final, il n'est pas si mauvais que ça en course, quoi. Ouais, clairement. Donc bon, après tant mieux pour lui, hein. On va pas rien contre lui spécialement, mais c'est cool. On va avoir une course très animée avec beaucoup de bagarres à l'avant et assez peu de chutes. Un groupe grosso modo composé de Aldeguer, Dixon Ogura, Morera, Vietti, Chantra et Sergio Garcia. Tony Arbolino va être de la partie aussi. Et l'incroyable Senna Ajus. Je viens de vous faire le classement, bien entendu, mais je vous le referai tout à l'heure pour le plaisir. Je m'attendais pas du tout à voir des mecs comme Morera et Ajus là-dedans. Surtout, je sais pas lequel je m'attendais le moins à voir. Senna Ajus, c'est un mec de fond de classement, ni plus ni moins. Et Diogo Morera, c'est un rookie qu'on avait jusque-là pas vu. Qu'est-ce que tu penses de l'éclosion de ces deux mecs d'un coup comme ça de nulle part ? Alors je crois que c'est Jules Dadino qui le dit très souvent, mais apparemment Senna Ajus, c'est un gros bosseur. Il habite en Andorre, apparemment il se donne à fond, il roule tous les week-ends, il est toujours sur une moto, il travaille à fond le physique. Donc tant mieux pour lui, au final le travail paye. Maintenant c'est vrai que c'est pas forcément le mec qu'on attend devant. Après, c'est qui l'autre déjà que tu disais ? Morera. Je le cherchais dans le classement, ouais. En vrai c'est cool. Parce qu'on voit qu'un rookie, au final, il peut bien s'adapter à une moto, et pas forcément une Bosco Scuro, parce que je crois qu'il disait que la Bosco Scuro se pilotait un petit peu plus comme une Moto 3 que la Calex. Et à la fin, je pensais même qu'il était en difficulté avec ses pneus, mais il a apporté une de ses batailles face à Vietti. Avec Ogura et Vietti. Ouais, c'est ça. Ogura et Vietti, sur les derniers tours, ils se sont fait une bagarre de fou furieux. Ouais, c'était le kiff. Et ils l'ont même pas montré à l'écran en direct, mais moi. À la fin, en fait, ils ont pas montré le dernier tour, ça a rendu fou. Moi, je m'en foutais de voir Aldeguer qui lève les bras avec tout le respect que j'ai pour lui, hein, mais
Morera, il y a un moment, je crois, il pose presque le coude sur le premier secteur. Il double un endroit où personne ne double. Ouais, j'ai beaucoup aimé la bataille et je suis content pour Ital Trans et pour Morera s'il arrive à trouver ce petit truc, un peu comme Garcia l'année dernière, ça serait sympa. 100% d'accord avec toi pour les deux scénarios. Jules Cluzel a dit exactement la même chose que toi, en disant qu'il avait déjà un gros niveau en vélo, ce qui lui confère un physique au-dessus de la moyenne. Et ouais, c'est un mec qui bosse beaucoup, donc ça fait plaisir, comme tu dis, c'est un mec qui bosse, ça paye. Pourquoi pas, un mec de plus qui est capable de venir gratter des top 10, des top 5, c'est assez cool. Et Diogo Moreira, bah, sorti de nulle part, mais très cool. C'était pas le rookie qu'on attendait le plus. On attendait plus un Jaume Mosia, un Denis Onjou, etc. Mais pourquoi pas, donc tant mieux. En plus, comme tu as dit, ils se font une grosse bagarre. Ils résistent à deux mecs confirmés en Moto 2 qui sont Ogura et Vietti. Il va même finir devant Vietti et derrière Ogura sur cette bagarre. Donc franchement, rien à dire sur la course de Diogo Moreira, tant mieux pour lui. Devant, au bout d'un moment, ça se bagarre, mais Fermin Aldeguer va finir par dire les gars, vous êtes gentils, mais je vais vous montrer comment ça se passe quand même. Il va réussir à passer et à s'échapper, et il va leur mettre une vraie valise. Hein. Par contre, à la fin, il y a 2 secondes d'écart sur un Jake Dixon et 4 secondes et demie sur Ayogura. Donc il va être au-dessus de tout le monde en termes de rythme. Il va être sous investigation pour un problème de pression de pneus. Coucou Fabio Quartararo 2018. Mais au final, il va garder sa victoire, donc il n'aura pas de sanction. Derrière, Jake Dixon, bah, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, il fait une course très solide. Je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu dans la bagarre avec tout le monde. Il était là, sans être là et tout. Et d'un coup, il s'est faufilé deuxième. Et il a eu le rythme pour partir pendant que les autres se bagarraient. Donc c'était très très cool. Et derrière la bagarre, peut-être la meilleure bagarre du week-end, Ogura, Morera, Vietti, ça rentrait dans les virages à 3 de fond. Vietti, son pneu était en RTT à la fin, il était en glisse dans tous les sens. Il a fait ce qu'il a pu pour le coup. C'était super cool. Derrière, on a une 6ème place de Somcat Chantra qui, je pense, a pris un énorme volume le samedi et il devait être un peu chiffon. Donc ça n'a pas dû l'aider. Sergio Garcia 7ème. On va s'arrêter un petit peu dessus. On l'a pas beaucoup vu ce week-end. Il fait pas un énorme week-end, mais il fait pas un week-end claqué non plus. Disons que si c'est ça, ces mauvais week-ends, ça va être dur pour les autres de le battre. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis plutôt d'accord. Après, il faut pas non plus les accumuler parce que Ogura, il est sur une très bonne dynamique et il est que à 7 points de Garcia maintenant. Donc ouais. Tu refais une 7ème place. Si Ogura il fait 3ème, bah, il lui passe devant. Aldeguer, s'il recommence à repartir sur des week-ends comme ça, il va vite le rattraper aussi. Mais après, c'est la constance. Ça prime. Il aura d'autres endroits où il sera meilleur. Peut-être que lui, il aime pas les circuits anti-horaires comme Marquez peut les kiffer. Mais bon, ça reste des points intéressants. C'est une belle 7ème place sur un week-end où il a jamais été devant. On verra dans 3 semaines ce que ça donne à Silverstone. Mais c'est pas horrible non plus. Même constat pour Joe Roberts qui va piloter avec sa clavicule cassée et qui va faire beaucoup mieux que de limiter la casse parce qu'au final il va prendre 8 points, ce qui est très honnête. Si à la fin de la saison il est champion pour 3 points, on se rappellera de cette course qu'il a fait dans la douleur. Donc je trouve que ce qu'il a fait c'était vraiment bien et très intelligent dans l'optique du championnat. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis plutôt d'accord. Au début du week-end, on s'est un peu foutu de la gueule de Massia parce que c'était le seul qui... Nous, on fait pas ça, nous. Oh, c'est dommage, on adore tellement ce pilote. Non, parce que c'était le seul qui était derrière Roberts. Et beaucoup ont dit que Roberts, après la FP1, c'était retour à la maison. À juste titre, hein, d'ailleurs, hein, parce que je pense que piloter... on s'y attendait tous. Piloter sans une clavicule, merci. Moi, je pense que je serais en train de me rouler dans mon lit. Alors moi, perso, avec 2 clavicules, déjà, j'arrive pas très bien à piloter. Alors, avec une seule, gros, c'est tombé. Non, mais c'est vrai que en plus, il montre dès la 2ème séance comme quoi il progresse. Il y a même à des moments où il avait des secteurs en rouge, donc bah, bravo, chapeau. Pour un mec qui était pas constant encore l'année dernière, bah, il y a un sacré step de passé. Je pense que vraiment, Trackhouse, ça l'a bien motivé au monsieur. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Tony Arbolino qui termine 9ème après s'être beaucoup montré, c'est assez décevant par rapport à son rythme en course, mais il fait une bien meilleure... C'est peut-être sa meilleure course de l'année ou pas loin. Enfin, j'en ai pas... J'ai pas d'autres courses en tête où on l'a autant vu, quoi. Assen, la semaine dernière.
Ouais, ok, bah la mémoire est courte après. Mais ça fait plaisir pour lui. Alonso Lopez 10e, c'est un peu loin des deux premières Bosco Scuro. Bon, c'est pareil, ici il a pour objectif de jouer le titre, il va falloir faire un peu mieux. Et Senna juste donc va terminer 11e, Manuel Gonzalez 12, Izan Guevara 13e, Jérémy Alcoba 14e et Jaume Mazia 15e. Au classement général du championnat, Sergio Garcia est en tête avec 7 points d'avance sur Ayogura. Joe Roberts 3e à 24 points, Firmin Aldeguer à 39 et Alonso Lopez à 54 points. J'ai une dernière question pour toi avant qu'on passe à la KT MotoGP. Est-ce que j'ai lu, je te donnerai mon avis après, que ça y est, Firmin Aldeguer est en route et qu'il allait raser tout le monde comme il l'a fait fin de saison 2023. Est-ce que tu es de cet avis ou pas ? Plutôt, mais à prendre avec des pincettes, dans le sens où au Portugal, quand il s'est rattrapé du Qatar qui était horrible, avec je crois encore double long lap parce qu'il avait Jumpstart, si je dis pas de bêtises. C'est ça. On avait dit qu'il était très fort. Pareil en Amérique, on avait dit qu'il était fort. À Jerez, je me rappelle que quand il a dominé tout le monde, on a dit c'est bon, il est lancé. Puis après, il enchaîne 7ème en France, où on l'a jamais vu du week-end. Deux résultats blancs. À Assen, certes, il était fort, donc ça peut avoir son pesant dans ses dires, et encore aujourd'hui. Maintenant, s'il continue à faire des erreurs bêtes, la pression des pneus, jump start, les long laps, on dirait qu'il joue à se mettre des pénalités lui-même pour se mettre un petit peu de challenge, je sais pas trop, mais ouais, après il est très fort, je pense que c'est clairement le meilleur, il y a rien à dire. Mais il y a Ogura, faut faire attention. Je pense, moi, si je devais faire mon classement, honnêtement, de qui est le meilleur, ça serait Aldeguer, Ogura, Garcia, Roberts, pas très loin. Je pense que ça serait dans ce sens-là. Mais Aldeguer, le problème, c'est que il fait des erreurs, il est victime, il a failli être victime aujourd'hui de la pression des pneus. Il est loin encore au général. Faut pas l'oublier. Ouais. Mais bon, je pense qu'il a quand même tout pour aller gagner le titre. Je suis d'accord avec toi. En fait, mon exemple, c'était après Jerez, où il est encore plus dominateur que ce week-end. On avait dit, ça y est, il va tordre tout le monde. Et au final, 15 jours plus tard, il est disparu complètement au Mans. Donc, le problème, c'est qu'avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Comme tu dis, il fait trop d'erreurs, en fait. Le problème, c'est même pas sa vitesse. C'est qu'il y a trop de bêtises. Et c'est même pas des chutes. C'est les long laps, c'est un jump start. Le problème de pression, c'est pas ça de son fait. Mais c'est une erreur que t'as pas le droit de faire. Tu vois, c'est un truc qu'on voit tous les 5-6 ans. Et il faut que ça tombe sur lui. Tu vois, comme par hasard. Donc ouais, c'est possible en fait. Il peut rentrer dans un tunnel comme l'année dernière où pendant 4 courses les autres voient rien complètement. Le problème c'est qu'il est face à 3 mecs qui font pas d'erreur ou très très peu, qui sont Garcia, Ogura et Roberts. Ogura, on a vu qu'il est capable d'en faire les années précédentes, sauf que là cette saison il est monté en puissance. Il fait un début de saison moyen ok, et il monte en puissance et là il est très très fort. Garcia, c'est un pilote qu'on a vu très régulier faire peu d'erreurs en Moto 3 et ça se confirme depuis qu'il est en Moto 2 l'année dernière. Et Joe Roberts, il fait une saison cette année très intelligente, toujours dans le calcul, etc. Donc en fait, en plus d'être plus rapide que ces 3 mecs, va falloir être au moins aussi malin qu'eux. Donc ça va pas être facile. Franchement, la course au titre Moto 2 cette année, elle est hyper intéressante. Les courses vraiment, sont incroyables. Ouais. Pirelli. Merci Pirelli, merci. Ah, clairement. Alors, ça faisait 5 ans que c'était à chier par terre les courses Moto 2. Mais là, vraiment, c'est trop trop bien, quoi. Donc, limite, c'est pas la meilleure catégorie parce que MotoGP, on se régale cette année. Mais Moto 3, Moto 2, cette année, ça se tape, pour moi. Ah, Moto 3, après, il y a la domination Alonso. Mais j'ai l'impression que les pneus Pirelli, ils ont un petit peu tiré en bas la catégorie Moto 3. Après, on voit mieux les meilleurs. Là où ils ont complètement tiré vers le haut, une catégorie Moto 2 qui était presque en train de mourir. Et je pense que ça donne envie aux gens maintenant de monter en Moto 2 parce qu'il y a de la bataille, il y a de quoi se montrer.
Pour revenir au cas Aldeguer, comme tu disais, je pense que s'il commence à regagner à Silverstone encore avec 2 secondes d'avance, là on pourra dire qu'il est solide. Ouais. Là je pense qu'on pourra tirer des conclusions un petit peu. Assez d'accord avec ça. Je pense qu'on a été assez complet sur la catégorie Moto 2. Vas-y, je t'écoute. Moi je voulais parler vite fait parce qu'on en parle très souvent de la domination Bosco-Scuro. Très brièvement, ce week-end ils étaient un peu plus dans le dur face au Calex. Ils ont toujours une meilleure gestion. Il y a eu un moment où il y avait 4-5 Calex qui étaient devant. Un truc genre Vietti, Arbolino, Dixon, pas Robert, Vietti, Arbolino, Dixon. Ajus. Un truc comme ça. Ajus, voilà. Les 4-5 premières motos, c'était des Calex, c'était là, waouh, c'était la première fois de la saison, quoi. Mais je pense qu'ils ont apporté des bonnes modifications. Parce que toutes les motos qui sont devant, c'est toutes celles qui étaient équipées par les nouvelles suspensions KTM. Donc c'est que ça fonctionne, c'est que ça travaille. En revanche, il y a toujours ce fait que les Bosco-Scuro conservent beaucoup mieux leurs pneus et sont beaucoup moins en délicatesse à la fin. Pour être très complet, Marc VDS a signé avec Bosco-Scuro pour l'année prochaine. Il y aura donc 6 Bosco-Scuro sur la grille moto de l'année prochaine. Pourquoi pas plus? Je te propose qu'on enchaîne avec la course MotoGP. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, c'est parti. Course MotoGP, donc week-end MotoGP au Sachsenring avec première news, Espargaro out, il a une fracture de la main, il va tenter de rouler en première en FP1 mais finalement trop douloureux pour lui, en plus main droite accélérateur frein, donc pourtant c'est un mec dur au mal qu'on a vu rouler complètement avec la cheville cassée et tout de mémoire à Silverstone, donc ouais, je pense qu'il a préféré, il joue rien en plus, sa dernière saison, frère, il a tellement raison, c'est bon. Paul de Jorge Martin, jusque-là, rien de nouveau sous les tropiques. Par contre, 2 trackouts sur la première ligne. Et ça, c'est quand même invraisemblable. Je sais pas toi, mais moi, j'étais complètement choqué. Bah apparemment, c'est Maxime qui disait ça, qu'il avait lu comme quoi personne ne s'attendait chez Aprilia à être performant au SAG. Et au final, on a vu Viñales très rapide. Et en qualification, Oliveira confirmé, mais également Fernandez avec la 2023. Donc pour moi... Quand j'ai vu le rythme des Aprilia, j'étais déçu que Aleix Espargaro soit pas là. Également. J'aurais bien aimé le voir en plus dans l'équation. Et pour moi, c'est d'ailleurs ce qui confirme comme quoi Aprilia aujourd'hui, pour moi c'est le Grand Prix qui confirme qu'Aprilia c'est la deuxième force sur la grille face à KTM. Mais ouais, je suis très content pour Trackhouse et au moins on voit que c'est pas un team bidon qui vient là pour mettre son sponsor sur la moto et qu'il y a vraiment du travail derrière, quoi. C'est pas Pitbull qui va faire ses petites parties, enfin ses petites chansons pour Oliveira et Fernandez pour faire plaisir, quoi. I know you want, mais il fait comme ça là, il leur fait ça dans le stand avant de partir, bam, P2, P3, incroyable. Autre événement qui s'est passé pendant les qualifications, c'est Marc Marquez qui est donc passé par la Q1 après une énorme chute en practice qui va l'empêcher de se qualifier directement pour la Q2. Il fait un high side à 200 km/h un vendredi après-midi classique pour Marc Marquez donc. Et ça l'empêche, du coup ça le fait passer directement par la Q1 et en route sur son dernier tour lancé pour potentiellement se qualifier en Q2. Je dis pas qu'il y arrivait, mais en tout cas c'était largement à sa portée. Il va se faire gêner par Stefan Bradl, mais alors là, on en voit tous les week-ends des mecs qui se lancent sur la trash, qui gênent d'autres pilotes lancés. Je sais pas ce que t'en penses, mais visuellement, l'impression que ça m'a lancé, c'est peut-être le pire qu'on ait vu. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Stefan Bradl là. On dirait qu'il était sur une voie d'insertion pour entrer sur l'autoroute, mais à 2 à l'heure, quoi. En fait, moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est que s'il était resté à gauche serré, il aurait certainement moins gêné Marquez que là, ce qu'il fait de complètement traverser la piste devant lui, quoi. C'est super dangereux. En plus, bon après, j'ai jamais roulé là-bas, mais je sais pas s'il y a beaucoup de visibilité parce que c'est quand même un petit peu en descente. T'enchaînes un droit vers un gauche. Donc, je comprends la réaction de Marquez. Je pense que c'est bien fait peur sur ce move-là. Ouais, là pour le coup, la réaction de Marquez, elle est totalement légitime et j'aurais aimé que la sanction soit un peu plus lourde que la normale. Je l'explique pas et peut-être que ça aurait été une erreur parce que il gêne sur la trage. Mais s'il avait pris un race ban pour moi ou un pit lane start, c'était pas usurpé. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, après on va dire que je déteste la direction, mais on dit souvent que c'est la MotoGP qui doit montrer l'exemple au Moto3.
pour autant, à chaque fois, on donne les grosses sanctions au Moto3. Genre, les personnes qui sont lentes sur la zone, enfin sur la trajectoire, ils prennent directement un long lap en Moto3, voire 2. En MotoGP, on donne 3 places sur la grille. 3 places sur la grille, je suis désolé, mais c'est pas mort d'homme. Ça fait moins mal. Ça fait pas mal du tout, même hein, quand on regarde Martin et Pecco comment ils s'élancent, 3 places de pénalité, pour eux, c'est rien. Et puis en plus, tout le monde n'est pas. En fait, la sanction, elle n'est pas automatique en MotoGP comme en Moto3. T'as des mecs qui gênent sur la trage et disons que la direction de course est un peu plus clémente dans le sens où elle est un peu plus. Elle se pose un peu. Elle regarde un peu plus, quoi. Là, alors qu'en Moto3, t'as gêné, crac, c'est un long lap. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Sprint, on va passer assez vite sur la sprint. All shot de Bagnaia qui va faire un super départ depuis la P4. Il va être une nouvelle fois hyper intelligent. Son enroulé à l'extérieur pour recouper un très très beau, magnifique. Et il va se battre avec Oliveira et Martin, ce qui va être assez étonnant. Fernandez, lui, va manquer de rythme malheureusement en s'élançant depuis la P3. Il va pas avoir le rythme qu'on attend de lui. Il va pas réussir à se battre avec les autres devant. Bestia, il revient comme à son habitude, qualification un peu compliquée, mais gros rythme en course. Malheureusement, ça va être un peu juste, c'est dommage, moi ça me frustre énormément parce que j'aime beaucoup ce pilote. Marquez remonte, mais partie P13, c'est quand même assez difficile, mais il va réussir à terminer à l'arraché complet de quelques millièmes devant Maverick Viñales sur la ligne. Victoire de Jorge Martin donc devant Miguel Oliveira et Francisco Bagnaia. Enea Bastianini termine 4ème, Morbidelli 5ème, c'est à noter, Marc Marquez 6ème, Maverick Viñales 7ème, donc il y a 3 millièmes d'écart entre les deux, donc c'est vraiment que dalle. Brad Binder 8ème et Alex Marquez prend le dernier point de cette course 9ème. Bezzecchi 10, Miller 11, Didja 12, blablabla, Quartararo 13 et Zarco 17ème. À noter que Rémi Gardner termine devant Joan Mir et Pedro Acosta qui se rate dans le dernier. Course, pas grand chose à dire sur cette sprint, donc on enchaîne avec la course du dimanche, un départ assez calme avec Martin et Bagnaia qui vont tout de suite être vite. La bise de commentateurs de Canal+, qui vont nous expliquer plusieurs fois que le départ de Bagnaia est raté. On l'a relevé tous les deux sur Twitter, il part 4, il se retrouve 3 à la fin du premier tour, what the fuck. Je comprends pas pourquoi le départ est raté là. Je connais pire. Alors, il est moins bon que celui de la veille, mais il est pas raté. Genre, en comparaison jamais avec la il est raté. sprint, et les départs qui nous habitués, c'est vrai que c'est moins bien, mais tu pars P4 au premier virage, t'es P3 et tu finis le tour, je sais pas, P3 ou P4. Moi, j'appelle pas ça un départ raté. Non, pas du tout. Bref. Morbidelli est étonnamment rapide. La veille, il est rapide, il termine 5ème, ça va. Là, il va être vraiment fort. Il y a un moment donné de la course où c'est lui le plus vite. Il passe Bagnaia, il se retrouve. Alors, parce que Jorge Martin, du coup, réussit à s'échapper un peu après une petite bagarre. Morbidelli remonte, passe Bagnaia et regrappille un petit peu de temps jusqu'à revenir à 2 dixièmes de Jorge Martin alors qu'il était à 8 dixièmes de base. Incroyable, malheureusement, il va faire une erreur. Je pense qu'il a trop tapé dans les pneus et il va faire une erreur et Bagnaia va tout de suite le recoller, le passer. Il va se faire doubler pour un peu descendre au classement, mais il va terminer à une très honnête 5ème place. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais Morbidelli, super course. Marquez remonte petit à petit, malgré des accrochages, avec notamment Morbidelli qui va faire casser sa bulle et déclencher son airbag. Donc vraiment. Et il dira après la course qu'il remontait petit à petit tranquillou, mais après l'accrochage avec Morbidelli, il s'est dit ok, clic, maintenant je baisse la tête et j'y vais. Et on adore ce Marc Marquez là quand il pousse pas les gens, parce qu'on a déjà vu aussi faire des choses comme ça. Son frère est très très bien aussi, hein, il est dans le groupe de tête et ça il a un très bon rythme, pour le coup, le meilleur GP23 de loin. Devant entre Jorge Martin et Pecco Bagnaia, il y a un petit 8 dixièmes d'écart. On se dit que c'est terminé, sauf que la course avançant, Bagnaia va regrappiller petit à petit. Derrière, Marc Marquez revient comme un boulet de canon sur son frère. À 2 tours de la fin, Jorge Martin fait l'erreur, perd l'avant dans le premier virage et va finir dans les graviers. Un temps plus tard, Marc Marquez remonte et double son frère. Il dira, avec le recul, il a vu la chute de Jorge Martin, donc il se sentait moins coupable de doubler son frère parce que ça ne le privait pas d'un podium. Ils me font beaucoup rire tous les deux. Et du coup, on va être sur une victoire de Francesco Bagnaia devant Marc Marquez et Alex Marquez. Bastianini termine 4ème, Morbidelli 5ème, Miguel Oliveira 6ème, Acosta 7, Bezzecchi 8, Binder 9 et Raúl Fernandez 10ème. De quoi tu as envie de parler en premier, mon cher Léo ? Si on commençait avec Jorge Martin. Vas-y.
Pour moi, il était très rapide ce week-end. J'ai même tweeté qu'il répondait parfaitement à Pecco Bagnaia et son week-end à Assen, jusqu'à cette chute au T1 qui était pour moi évitable. En plus, je suis un peu déçu parce qu'on aurait pu avoir une bataille, je pense, entre Bagnaia et Martin dans le dernier tour, ça aurait pu être magnifique. Et la comparaison que j'aimerais faire, je vais peut-être me faire insulter, mais je retrouve en Martin un peu de Bagnaia 2021. Non, je suis 100% d'accord avec toi. Il va très vite, mais il est capable d'avoir des pertes de cerveau comme ça, qu'on n'explique pas trop. Bagnaia, en plus, dirait en cool room, je crois, ou je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, que Jorge Martin était impressionnant dans le premier virage. Il tournait très très court, plus court que tout le monde. Donc c'était vraiment l'endroit du circuit où il était le plus à l'aise presque. Et je pense que le fait de voir son panotage, le temps se réduire entre lui et Bagnaia, ça lui a mis énormément de pression. Et il fait une erreur. Ça fait 2 erreurs de cette saison. Il fait la même à Jerez. Là, il était sur un week-end parfait. Il était parti sur le même week-end que Bagnaia à Assen, un peu moins dominant. Mais Paul, victoire en sprint, et il partait à un tour et demi près sur la victoire en course longue. Et ben au final, c'est pas du tout ça qui va se passer. Moi, j'ai noté. Est-ce que c'est inquiétant ou pas, d'après toi? Inquiétant, je sais pas, parce qu'on connaît Martin, hein, on sait qu'il est très rapide sur la tournée asiatique. À tout moment, il explose tout le monde sur tous les circuits. Maintenant, la forme de Pecco est monumentale, hein. Sur les 6 dernières courses longues, c'est 5 victoires et une 3e place. Et sur les 3 derniers week-ends, sa pire place, c'est 3e. Ça va être très dur maintenant de le casser dans sa série. Je me suis noté, j'ai fait la même réflexion sur David Alonso tout à l'heure. Pour moi, Bagnaia est le 3e pilote plus rapide du week-end. Pour moi, Jorge Martin est plus rapide que lui. Et ça, c'est factuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Il est plus rapide en qualif, il le bat en sprint et il est mieux que lui en course jusqu'aux 2 derniers tours où ça se compliquait. Mais en tout cas, sur la globalité du week-end, Martin est plus rapide que lui. Et je pense que Marc Marquez est plus vite que Bagnaia ce week-end. Je pense. Ça, c'est mon analyse à moi parce que c'est pas chiffrable. Dans les chiffres, ça se traduit pas. Et pourtant, il rentre chez lui avec la victoire et la 3e place en sprint. C'est incroyable de se dire que il y a des week-ends comme à Assen où c'est un extraterrestre où tu peux rien faire, et les week-ends où il est même les week-ends où il n'est pas le plus rapide, il arrive à gagner. Pour moi, potentiellement, il est capable de rentrer dans un tunnel où il est imbattable. Il l'a fait ça. Il l'a fait en 2021 quand il remonte, en 2022 quand il remonte sur Fabio Quartararo. Il est capable d'être dans une surconfiance où il marche sur l'eau. Il est, je pense, personnellement sur un nuage. Il va se marier la semaine prochaine, etc. Il n'y a rien à ce niveau-là. Il n'y a pas d'ombre au tableau là-dessus. Il est signé pour l'année prochaine. Je n'arrive pas à imaginer un autre scénario que ça aille au bout pour lui cette année, en fait. J'ai l'impression que plus il est mis en difficulté par un pilote, plus il progresse. En 2021, face à Fabio, il a commencé à progresser. En 2022 également, même encore plus parce qu'il est titré à la fin. L'année dernière, il est titillé par Martin et il continue à apprendre. Il faisait de moins en moins d'erreurs. Et là, cette année, je pense qu'on est au prime de Bagnaia. Enfin, j'espère, parce que sinon, ça va être très dur de l'arrêter. J'avoue que le pilote comme Martin, hein, les deux, je suis pas des fans. J'adore le style de pilotage, je respecte énormément. Mais Bagnaia, pour moi, il est en train de monter. Il est très proche, pour moi, d'être dans les très grands du MotoGP, même s'il n'a pas encore beaucoup de titres. Alors, je vais pas donner mon avis là-dessus, parce que ce serait peut-être spoiler un futur vidéogramme qu'on pourrait mettre sur YouTube. Mais moi, je vais, quand il va falloir discuter de Bagnaia dans des top all-time, je vais sans doute être blasphématoire, parce que je trouve qu'on se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire. Vraiment. Mais c'est un autre sujet. J'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il est super sous-coté. Je pense qu'en France, il a beaucoup souffert il a gagné le titre face à Fabio, et je pense qu'en Espagne, il a beaucoup souffert du fait qu'il est un peu
pris la relève de la domination espagnole. Et du coup, j'ai l'impression qu'on se rend pas compte de ce qu'il fait réellement. C'est phénoménal là sa saison. Je regarde les courses longues, c'est premier abandon, cinquième, premier, troisième, premier. C'est incroyable. Je pense que si tu prends les stats à partir de la mi-saison de 2021, je pense qu'il gagne plus d'une course sur deux. Depuis la mi-2021. C'est possible. Franchement, ça m'étonnerait pas. Après, certes, il y en a qui diront la GP24, elle est beaucoup mieux que la GP23. Ouais, bien C'est sûr. vrai, mais Elle se conduit pas toute seule. Et puis Jorge Martin, il l'emmène un peu la GP24. non, mais c'est clair. Excusez-moi, quoi. Non, mais c'est clair. Mais je trouve que il fait un avec la moto. Enfin, pour moi, hein, je vais pas me faire d'amis, mais pour moi, Marquez, c'est le plus grand de tous les temps. Et je retrouve en Pecco Bagnaia et la Ducati ce que je voyais avec Marquez et la Honda, genre un pilote qui fait un avec sa moto. Ouais, exactement. Je suis assez d'accord avec ça également. Je suis extrêmement pressé de l'année prochaine. J'ai trop hâte. Parce que on va parler de Marquez. Bagnaia est au-dessus aujourd'hui. Mais on a l'impression que le petit écart qu'il y a entre Marquez et Bagnaia aujourd'hui, c'est potentiellement le petit écart qu'il y a entre la GP24 et la GP23. Je dis potentiellement. Je pense juste qu'avec une GP24, j'ai loin de moi l'idée de dire que Marquez écrase Bagnaia. C'est pas du tout le cas, je le pense pas. Mais vu les perfs que fait Marquez aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment grosse bagarre entre les deux. Et j'ai très envie de voir ça parce que je pense que Bagnaia a tout ce qu'il faut pour tenir la comparaison, que ce soit sur ou en dehors de la piste avec un Marc Marquez. Comme en fait pour moi, Jorge Martin, et je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Jorge Martin, c'est un Marc Marquez du pauvre. C'est un mec avec énormément de vitesse, qui, à l'instinct, qui réfléchit pas, mais dans le bon sens du terme en fait, et qui te met des coups de massue comme ça, qui va très très vite, intouchable sur un tour, etc. Marquez, c'est Jorge Martin en plus fort. Donc, et Bagnaia, il a eu du mal à battre Jorge Martin l'année dernière, mais j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il devient de plus en plus fort. Donc là, j'ai hâte de voir ça l'année prochaine, vraiment. Je pense que ça va être incroyable. Puis Marquez, désolé de te couper, mais tous les week-ends, il bat, il est plus rapide avec la GP23 que les chronos en course des GP23 les années d'après. Je sais, j'aime pas trop cette statistique parce que c'est difficile de comparer, on n'a pas forcément les mêmes pneus et tout ça. Il n'y a pas les mêmes améliorations entre une année et une autre, même si Marquez, je crois, il me semble que Gresini, ils ont encore la Spec 1. Je vais pas dire de bêtises. Puis les conditions, etc., température de piste, non mais je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même un peu, ça veut pas rien dire non plus. C'est un indicateur. En fait, moi, ce qui me rassure, c'est que je me disais, ça se trouve, Marquez, il arrive sur la Ducati et on voit que c'est devenu un papy qui arrive plus à amener une moto. Je m'emballe, hein, bien sûr. Ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Et au final, là, on voit que ça reste du Marquez, peut-être un petit peu diminué, mais qui peut encore être très rapide. Et j'ai vraiment hâte de le voir l'année prochaine, pardon. Ouais, pareil, parce que vraiment là, ce qu'il a fait ce week-end, c'est monumental. Je pense que il y a deux facteurs compliqués pour lui ce week-end, la chute avec la blessure et la gêne de Bradle qui l'empêche de bien se qualifier. Je pense que la gêne de Bradle est un plus gros facteur sur son week-end que sa blessure, parce qu'au final, il fait une course incroyable, donc ça l'a gêné, je pense, samedi, mais peut-être moins dimanche. Vu son rythme, s'il avait réussi à se passer en Q2 et se qualifier sur une des 3 premières lignes, je dis pas qu'il gagne, j'ai lu des sur-y-gagner et tout. Non, pas sur-y-gagner, calmez-vous. C'est pas la même course s'il est là, mais il joue la victoire, c'est certain. Ouais, c'est certain. On en a parlé. Moi, je pense qu'il gagne. Après, je suis peut-être pas 100% objectif, mais avec des si on refait le monde bien sûr, mais s'il n'y a pas la chute et qu'il se fait pas mal, s'il passe en Q2 et qu'il part sur les premières lignes également, mais au final, comme on a Oui, parce que je dis ça, pardon, je te coupe, je dis ça, mais s'il se blesse pas, il a même pas besoin de passer par la Q1, donc Bradle le gêne pas. Donc en fait, c'est kiff-kiff entre les deux, quoi. Ouais, mais après, bien sûr, hein, comme je me répète, mais avec des si on refait le monde, c'est indéniable. Mais s'il part en première place ou sur la première ligne, il se fait pas ralentir par les autres, il a pas à taper dans ses pneus pour remonter, il perd pas tout le temps. Et puis quand je vois Morbidelli, j'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais qui accroche Martin,
je me dis qu'un Marquez, malgré la GP23, il aurait pu aussi le faire en début de course. Et puis Marquez, c'est pas Morbidelli dans la gestion des pneus et il aurait été peut-être plus rapide en fin de course. Ouais, assez d'accord avec toi. Moi, voilà, je vais pas jusqu'à dire c'est sûr il aurait gagné, mais parce qu'après, tu sais pas comment ça peut se passer. Tu sais, une bagarre avec Jorge Martin ou Bagnaia, il fait une erreur, il gère différemment, enfin, voilà, plein de facteurs. Mais clairement, il était là. Un mot sur son frère, qui fait un super week-end, qui va terminer sur le podium. Les deux frères sur le podium, ils m'ont fait trop kiffer à la fin, franchement. Je vais le répéter pour la millionième fois, mais je suis pas du tout le plus grand fan de la fratrie Marquez, de l'un comme de l'autre. Mais alors là, franchement, ils m'ont fait kiffer. Déjà, le petit frère qui célèbre comme un championnat du monde d'être sur le podium avec son frère. Le grand qui dit en conférence, j'échange la victoire contre un podium avec mon frère et tout. Franchement, ils ont fait kiffer. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et Alex Marquez réalise la meilleure perf de la saison. C'est très très cool pour lui. Pour moi, c'était la belle image du week-end, honnêtement. Déjà, à l'arrivée, comme tu dis, Alex Marquez, quand il voit qu'il est troisième sur le podium avec son frère, il est trop content. Ils célèbrent ensemble sur le podium et dans le parc fermé. Les deux sont super heureux. La déclaration de Marquez, Marc, aussi, c'est propre. Il sait lui-même que ça se trouve, ça ne réarrivera pas. Ça fait 25 ans que c'était pas arrivé. 20 ans que c'était pas arrivé. Les frères Aoki dans les années 90. Donc, ouais, non, 25-30 ans c'était pas arrivé. Bah, ouais, parce que j'ai déjà 34 ans. Non, mais honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié. Puis tout ce qui s'est passé après, ça se voit qu'ils étaient heureux, que ce soit Grésini, Alex ou Marc, et j'étais heureux aussi. Je pense que c'est leur papa aussi qui devait être le plus heureux des pères dans le monde, quoi. Quand t'as des deux fils en catégorie qui sont sur le podium, je pense que ça devait être beau. Et je pense que même Grésini, il faisait la fête de là où il était. Ouais, je pense. Ça, c'est assez sûr. Pour terminer, avant de parler du classement général, un petit mot sur Fabio Quartararo. Qu'est-ce qu'on a pensé de son week-end? C'est ni bon ni mauvais, je trouve. C'est ça prend quelques points. Exact. Mais il a jamais été très rapide, malgré le fait qu'il aurait pu passer en Q2, parce qu'au final, Marquez, avec la gêne de Bradle, il était pas si loin, Fabio. Mais encore une fois, je pense que c'est le tour rapide qui manque vraiment à cette Yamaha. Derrière, quand on est en course longue surtout, il y a du rythme. On arrive à conserver les pneus. Quand il y a du grip, ça se passe très bien. On inscrit des points. Je pense que pour le mental, c'est important. Maintenant, j'ai hâte d'aller à Silverstone, parce qu'il me semble que c'est là où on aura toutes les évos. Il a dit en conférence de presse après qu'ils avaient besoin de savoir pourquoi, avec les pneus usés, la moto tournait plus court qu'avec les pneus neufs. Alors déjà, moi, j'y connais rien, mais je trouve ça fou que ce genre de choses puisse arriver, mais pourquoi pas. Mais je trouve que c'est bien que déjà, ils mettent le doigt sur les choses qui fonctionnent pas. Parce que dans les derniers temps, les derniers mois, les dernières années, il arrivait en conférence, il disait, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Là, il dit, voilà, il y a ça, on essaie de travailler et tout. Déjà, je trouve que c'est un step énorme. Dans son état d'esprit, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais il l'a encore prouvé ce week-end, c'est 1000 fois mieux qu'avant. Il est dans un état d'esprit positif, ça bosse et tout. Alors, c'est aussi parce que Yamaha fait ce qu'il faut. Donc, pas un week-end fameux, mais il est là, il prend des points. Enfin, c'est ok, quoi. Enfin, et surtout, on sait qu'il peut pas faire mieux de toute façon. Ouais, je pense avec la moto actuelle, c'est clair. Mais c'est surtout que Yamaha honore, je pense, que ce qu'ils ont promis à Fabio, ce qui n'était pas le cas avant. Là, il a re-signé un contrat. Et ils lui ont certainement promis des choses qui arrivent. Les 4 motos avec Pramac, des progressions, des nouveaux ingénieurs, un nouveau directeur d'équipe. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer avec la Yamaha, et le remplacement de Gardner en fait partie. Il y a quelques années de ça, Morbidelli, quand il se blesse, personne pour prendre sa place. Là, cette année, on a Rins qui est out. Ok, Gardner, il a pas fait un week-end de ouf. Je pense qu'il paye son style vestimentaire et sa moustache, mais au moins on met un deuxième pilote sur la moto, quoi. Ouais, mais chef, en plus, il prend pas une valise interstellaire non plus. Hein. Non, il est pas si loin que ça. Ouais, c'est ça. 6 secondes, je crois, de Bradle.
Ouais. Dans Alors, le genre. j'aurais pu dire parce que Bradle, je sais plus s'il a pris de pénalité, mais là au classement, il est devant, 9 secondes devant. Ok, bah, je sais pas. Donc, ouais, c'est pas la folie, mais tu vois, c'est un remplaçant normal de MotoGP, tu vois. Les mecs, même s'ils roulent en Superbike, le MotoGP c'est autre chose. Donc, on n'est plus dans les années 90 ou 2000 où les remplaçants réussissaient des podiums, tu vois. Donc, non, c'est honnête. Au classement général, je vais vous trouver ça assez rapidement. Bagnaia, du coup, reprend la tête du classement avant la trêve estivale pour 10 points devant Jorge Martin. Marc Marquez est 3e à 56 points. Bastianini 4e à 67. Et Viñales est le premier pilote non Ducati à 97 points. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter ? Non, est-ce que le championnat est scellé après jusqu'à Marquez? C'est-à-dire que est-ce qu'il va se jouer maintenant que entre Bagnaia et Martin? Ça va être compliqué, je pense, pour Marquez et Bastianini de revenir. Mais j'espère qu'il va mettre un petit peu de piment entre les deux. Kills. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que mathématiquement, c'est pas mort pour Marquez, mais vu la forme de Bagnaia et de Martin, parce que c'est pas le week-end en demi-teinte de Martin qui doit entacher sa forme actuelle. Parce que à Assen, on a parlé de Bagnaia qui était impérial. Du coup, ça cache un peu le niveau de Martin, mais Martin est très très fort à Assen sur un circuit qu'il aime pas vraiment. Un circuit qu'il n'a jamais réussi. Il prend pas une valise interstellaire par Bagnaia non plus, quoi. C'est le week-end Par parfait. rapport aux autres. Mais il y avait Bagnaia. Je veux dire, ouais, voilà. Il fait un excellent week-end. Malheureusement, il était face à un extraterrestre. Donc, Martin est très en forme. Je pense que Marc Marquez peut pas remonter des points sur deux pilotes qui sont dans cette forme. Et je pense À mon avis. sincèrement qu'il y a vraiment un gap avec la GP23. Ouais, je pense. Non, mais ça vient de plusieurs facteurs, du gap entre les motos, du temps d'adaptation qu'a mis Marc Marquez aussi, parce qu'en début de saison, c'était pas le Marc Marquez qu'on a aujourd'hui, parce qu'il a fallu qu'il découvre la moto, etc., qu'il retrouve de la confiance. Donc, c'est dû à plein de facteurs et qui sont, à mon avis, trop compliqués à surpasser. Après, il reste beaucoup de Grands Prix. Si demain, Marquez met un 25-0-2, tu sais, les deux qui chutent, Bagnaia Martin, ça existe, et Marquez qui gagne, bah là, tout de suite, pas pareil, quoi. Non, c'est Pareil. clair. Donc, ça peut. Mais moi, je pense que c'est compliqué. Merci à tous de nous avoir écoutés dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On a débriefé le Saxon Ring avec vous et c'était très très cool. Je vous rappelle, pour nous écouter, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, même si ça n'existe plus, on s'en fout. YouTube surtout, vous pouvez y aller. Et pour nous suivre, Twitter et le Norchi du MotoGP, même si je suis plus très actif sur le Norchi, plein de gens postent plein de trucs, donc il se passe encore des choses et c'est très cool. Léo, merci beaucoup Merci à de toi. m'avoir accompagné Très sur cool. ce week-end. C'était très très cool. Petite pause qui va faire plaisir à tout le monde. Est-ce qu'il y a des épisodes qui vont sortir avant Silverstone ? Même moi, je sais pas. Donc personne ne le sait. On vous souhaite de vous reposer, de kiffer vos vacances et on revient début août en forme. Je suis pas sûr, mais on revient. Léo, merci encore. Je te souhaite de bonnes vacances et je te dis, on se revoit dans un mois. Ah non, moi. Allez, la bise, salut. Salut. Congratulations! Ah, incroyable.